à intervenir si vous avez une question ou si vous avez une remarque, tout simplement, un commentaire, un partage d'expérience, quoi que ce soit. Voilà, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Donc, on est parti aujourd'hui pour une petite con sur la gestion des plaies en urgence. C'est Kelly, t'as plus ton micro? Ouais, vous m'entendez? Mieux, mieux. Oh là là, mais quel enfer. La prochaine fois, ça sera plus fluide, hein. Donc, du coup, on est parti pour une petite présentation sur la gestion des plaies en urgence. Pour rappel, comme à chaque fois, quand je vous fais une présentation, je vous remets que ces petites conférences, que ce soit les miennes ou celles des autres, elles sont faites avec amour par nos soins. Ça nous prend beaucoup de temps. Ça utilise aussi nos compétences et nos images. Donc, on vous demande de les garder pour votre usage personnel strict et de ne pas les diffuser. Voilà, on vous en remercie énormément par avance. Donc, on est parti pour les plaies. Il faut savoir que les plaies, c'est vraiment un motif ultra fréquent de consultation en urgence, que ce soit à domicile ou que ce soit en clinique. On en a vraiment très régulièrement. Donc, il faut savoir les prendre en charge. Mais ce n'est pas toujours si simple. On a vraiment des types de plaies et des gravités de plaies qui sont extrêmement variées en médecine vétérinaire. Donc là, évidemment, la photo que je vous ai mise, c'est un truc absolument catastrophique que fort heureusement, on ne voit pas beaucoup. On a beaucoup de plaies de morsure, des plaies d'abrasion, des plaies pénétrantes, beaucoup de plaies liées au trauma aussi, que ce soit des AVP, les parachutistes notamment, des plaies de lacération, les plaies de dégantage. On a vraiment des types extrêmement variés et c'est pas évident de toujours savoir quoi faire lorsqu'on intervient. La gestion des plaies, elle est difficile aussi parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de prise en charge standardisée. Il y a plein de façons de faire. Et pour ceux qui ont travaillé peut-être un petit peu en universitaire ou des choses comme ça, ou dans des gros centres où vous avez des bordées de chirurgie, c'est assez rigolo de voir que sur une même plaie, vous demandez à 3 bordées de chirurgie leur avis, ils vont vous donner 3 façons de faire différentes. Donc, on voit vraiment qu'il n'y a pas du tout de consensus sur la prise en charge et on fait comme on peut, du mieux qu'on peut. Il y a quand même par contre certaines règles à connaître de base qui nous permettent d'orienter notre prise en charge et c'est surtout là-dessus qu'on va s'orienter sur voilà, les grandes choses à savoir. Pour info, je ne suis pas bordée en chirurgie, mais j'avais fait cette conf, vous verrez d'ailleurs, il y a pas mal de photos que j'ai utilisées d'une amie à moi, le docteur Julie Depré, qui elle est bordée en chirurgie et qui m'avait fait le plaisir de relire et de corriger cette conf. Donc normalement, il n'y a pas trop de bêtises et c'est des connaissances vraiment actuelles. Donc, on va repartir sur un premier point sur les généralités, justement, les grandes règles à connaître pour pouvoir gérer au mieux les plaies. D'abord, il faut se rappeler de la classification des plaies et ça va se faire en fonction du degré de contamination. En premier, on a les plaies qu'on va appeler propres. Ça, c'est les plaies chirurgicales. Donc, c'est quand même rarement, nous, ce qu'on va avoir à traiter. Après, on va avoir les plaies propres contaminées. C'est une plaie chirurgicale avec une rupture minime de la sepsie, ou alors avec une contamination faible et facile à éliminer. C'est également rarement les plaies qu'on a. Nous, on va plutôt avoir les autres types de plaies, à savoir des plaies contaminées. Ça, c'est une blessure qui est récente, qui a moins de 6 heures, avec une contamination bactérienne qui est due au milieu extérieur, ou une plaie chirurgicale avec contamination majeure. C'est un petit peu plus anecdotique. Pour les derniers types de plaies, ça va être des plaies sales ou infectées. Donc là, c'est des plaies qui sont plus anciennes, où il y a un suintement ou alors une évidence de surinfection. On est quand même souvent dans ce cas-là. Et puis, il y a plein de fois aussi où l'animal, il revient avec sa plaie. On ne sait pas trop depuis quand il l'a. Et dans ces cas-là, il faut considérer quand même que c'est une plaie sale. Autre information importante à se rappeler, c'est les phases de la cicatrisation. On a 3 phases essentiellement, voilà, d'autres choses un petit peu plus anecdotiques, et qui vont se superposer au fil du temps. On a d'abord la phase de détertion, ensuite la phase de granulation et enfin la phase d'épithélialisation.
Si on commence par la phase de détertion, celle-ci, elle apparaît dès le traumatisme et elle va durer jusqu'à 6 jours en moyenne. C'est vraiment la phase de nettoyage de la plaie où la plaie va travailler et on va avoir un retrait de tous les tissus nécrotiques, des bactéries, des matériels étrangers au corps, etc., notamment par les macrophages. Et c'est le tout début de la phase de réparation avec une activité fibroblastique, la synthèse de collagène, une angiogénèse, etc. Voilà, c'est la première phase vraiment de nettoyage de la plaie. Cette phase de détertion, elle est suivie par la phase de granulation. Elle débute en moyenne 3 à 5 jours après l'accident et dure jusqu'à 2 à 4 semaines. C'est la phase de réparation où là, il va vraiment y avoir apparition de ce tissu de granulation qu'on connaît tous bien, un truc bien rose, là, bien vascularisé. Donc, il y a une angiogénèse, une prolifération des fibroblastes, synthèse de collagène, formation du tissu de granulation. Et en fait, il peut y avoir aussi les phases, on a dit, qui se superposent. Donc, en fonction de l'endroit de la plaie où on regarde, on va avoir aussi le début de la phase suivante, qui est la phase d'épithélialisation, qui elle débute 4 à 5 jours après l'accident et qui dure jusqu'au comblement complet de la plaie. C'est la phase vraiment de fermeture où on a création d'un tissu épithélial cicatriciel. La solidité finale de ce tissu est évidemment inférieure à une peau saine. Et tout à la fin, et ça peut durer pendant plusieurs années, on a la phase de contraction de la plaie. En fait, elle va continuer à se modifier au fil du temps. Le type de cicatrisation, c'est important de les connaître parce que en fonction de l'origine du moment de la cicatrisation où on en est, c'est pas toujours intéressant de fermer immédiatement la plaie. Un exemple sur cette plaie-là qui est située sur un entrejambe, sur un chat, on se doute bien qu'on ne peut pas fermer une plaie aussi dégueulasse que ça. Et donc, il va falloir réfléchir au type de cicatrisation qu'on veut employer. Donc, on peut opter pour une fermeture en première intention. Donc là, c'est une fermeture immédiate et on va obtenir une cicatrisation par première intention. Donc ça, c'est ce qu'on fait évidemment lors de chirurgie. Et sinon, dans le cadre des plaies, c'est indiqué pour une plaie récente, moins de 6 heures, propre, avec un trauma et ou des contaminations qui sont minimes. Donc, c'est pas si souvent qu'on est vraiment dans un cadre confortable comme ça. Après, on a la fermeture en première intention retardée. Là, on va fermer chirurgicalement dans les 3 à 5 jours qui suivent l'événement traumatique, mais par contre, on va le faire avant la phase de granulation. Donc là, c'est pour des plaies toujours relativement récentes, avec quand même une contamination qui nécessite d'abord un débridement et une gestion par plaie ouverte avant la fermeture. Donc, on verra comment on s'y prend après. Donc là, c'est des fermetures en première intention. Ensuite, on a la cicatrisation par seconde intention, où là, on ne va pas fermer la plaie, on va la laisser aller au bout de ces phases de détertion, granulation, épithélialisation, puis contraction des tissus. Ça, c'est indiqué pour des plaies très sales, très contaminées et surtout très délabrants lorsqu'on ne peut pas fermer la plaie. Donc, par exemple, les plaies sur les membres, ça arrive notamment lors d'AVP ou de choses comme ça, où on a des grosses zones arrachées ou des grosses zones d'abrasion et en fait on n'a pas de tissu pour fermer. Dans ce cas-là, on ne peut pas faire autrement que de faire une cicatrisation par seconde intention. Et après, il reste la cicatrisation par troisième intention, où là, on va faire une fermeture chirurgicale de la plaie, mais au-delà de 5 jours après apparition du tissu de granulation. Donc, c'est pour des plaies qui sont très contaminées, très délabrantes, où en fait, on va d'abord faire travailler la plaie avec différentes techniques pour l'assainir. Et une fois qu'elle est saine, une fois que ça a bien granulé, que le tissu est joli, on va pouvoir fermer totalement ou partiellement cette plaie. Je vous ai mis ici un exemple. Donc ça, c'était un chien qui avait été pris en charge à l'école Veto à Lyon. C'était une morsure de vipère au départ. Et donc, en fait, le chien avait nécrosé sur presque donc, toute la peau de son ventre et de son thorax, là, en ventral. Donc, une plaie extrêmement étendue qu'on ne pouvait absolument pas fermer en première intention. Donc, il y a une prise en charge avec des pansements corbeilles. On verra ça juste après. Des pansements corbeilles qui ont été faits, le temps de laisser la plaie granuler. Et ensuite, vous voyez qu'elle a été fermée partiellement du mieux qu'on a pu pour réduire la taille de la plaie. Donc là, c'était une cicatrisation avec une fermeture en troisième intention. Voilà un petit peu les généralités sur les plaies.
Et maintenant, on va voir la conduite à tenir face à une plaie. Donc là, vous êtes appelé sur une consulte ou alors une consulte arrive à la clinique, donc pour une plaie, peu importe qu'elle soit petite, grosse, peu importe la nature de la plaie et cetera. 1re chose, on met des gants. On veut dire on est quand même en 2024, on va travailler proprement, on va mettre des gants. C'est dégueulasse pour l'animal, c'est dégueulasse pour nous, donc vraiment, c'est très important, on met des gants. Ensuite, évidemment, il faut évaluer notre patient au global avant de s'intéresser à sa plaie. Est-ce qu'il a besoin d'être stabilisé? Est-ce que si, par exemple, c'est un trauma ou un truc comme ça, la 1re chose, c'est pas forcément de s'occuper de la plaie. Donc on va bien sûr évaluer notre patient et le prendre en charge pour le stabiliser avant de s'occuper de la plaie. Si jamais la plaie, elle saigne un peu ou abondamment, il faut évidemment aussi le prendre en charge rapidement. On n'hésite pas à faire, des médicaments comme l'Hexacil, acide tranexamique, qui sont des anti-hémorragiques, 10 milligrammes par kilo. On peut faire ensuite, pour gérer les saignements, une compression manuelle, un bandage compressif. On peut utiliser des compresses hémostatiques comme le Pangène que je vous ai mis, en photo. On peut carrément mettre un clamp quand on voit qu'on a un petit vaisseau, de sectionné ou quoi. Enfin, en tout cas, il faut absolument gérer les saignements, lorsqu'on a un saignement actif au moment où on prend en charge l'animal. Ensuite, dans les grandes règles de base, quand on va prendre en charge une plaie, il faut, faire une première stabilisation, d'accord? Donc ça, c'est vraiment le nettoyage de base, même si notre animal, par exemple, je sais pas, typiquement, c'est un parachutiste, il est pas non plus, dans une super forme. L'urgence, ça va pas être non plus de faire des super beaux soins de plaie. Il faut quand même faire un minimum pour éviter, qu'ensuite cette plaie, elle dégénère. Donc on va faire un nettoyage rapide, en flushant, avec un fluide stérile simple. Donc vous prenez, du NaCl ou du Ringer et vous allez flusher pour nettoyer. Évidemment, faut pas oublier de tondre, hein, toutes les plaies, il faut les tondre. Ensuite, on peut garder humide la plaie en appliquant des compresses imbibées de fluide stérile et on peut protéger cette plaie avec un bandage rembourré propre. Donc vous mettez des compresses humides, bandes, de coton, bandes crêpes, ce que vous voulez pour que ça tienne. Et voilà, ça c'est vraiment, on va dire, la stabilisation, c'est le cache-misère. C'est quand, il faut faire un petit quelque chose quand même pour cette plaie, pour pas que ce soit trop dégueu, mais qu'on ne peut pas se permettre de faire une vraie prise en charge complète de la plaie. Évidemment, se pose aussi toujours la question de l'antibiothérapie sur les plaies en fonction de l'aspect qu'elles ont et de sur quoi elles ont été faites. Lorsqu'on veut faire une vraie prise en charge de plaies, on va pouvoir procéder dans un premier temps à tout ce qui va être nettoyage et débridement. Donc toujours, on met des gants, voilà, ça c'est un fait. On va faire une tonte, d'une zone large autour de la plaie et on va bien flusher avec un fluide stérile. Ensuite, on va pouvoir faire un scrub à la chlorhexidine ou à la bétadine autour de la plaie. Les petites règles, attention, la chlorhexidine est ototoxique, donc si vous faites des soins, vers une oreille, attention à ce que ça ne coule pas dans l'oreille, sinon il vaut mieux utiliser de la bétadine. Et je vous rappelle que, on nettoie autour des plaies avec les désinfectants et pas dedans, parce que ces désinfectants sont cytotoxiques. Et ça m'amène à la diapo d'après. Hyper important, de manière générale, on ne flush pas les plaies avec du désinfectant. C'est cytotoxique et en plus, les trucs genre chlorhexidine et tout, ça empêche la migration des fibroblastes qui sont super importants pour la cicatrisation de la plaie. Et on évite absolument d'utiliser des trucs comme l'eau oxygénée, le daquin, l'acide acétique ou ces trucs comme ça directement sur les plaies. C'est également cytotoxique et en plus, le spectre antimicrobien est pas terrible. Donc, on ne met rien dans les plaies, hormis des fluides stériles, isotoniques, je précise. Une fois qu'on a bien tondu, bien fait propre, bien flushé, et cetera, on va pouvoir s'intéresser de plus près à nos plaies. On va faire une exploration des plaies particulières. Donc ça, on a toute une partie dessus juste après, donc je ne vais pas m'étendre là. Et on va pouvoir débrider éventuellement s'il y a des tissus nécrotiques. On va pouvoir parer les bords de plaie. Quand vous avez des trous, là, la photo, c'est une plaie de morsure. Il faut parer les bords de plaie pour faire propre, notamment si on veut fermer. Évidemment, on n'oublie pas de penser à l'analgésie parce que ça va vite faire mal. Donc ça, il faut y penser dès votre protocole anesthésique.
Une fois que on a bien paré, débridé, etc., et qu'on est prêt pour la fin de la prise en charge, on n'hésite pas à reflusher une dernière fois de manière très abondante avec un fluide stérile. Pour mettre une pression adéquate, le mieux c'est de prendre une seringue de vin avec une aiguille rose dont vous cassez en fait l'aiguille pour avoir juste finalement le diamètre de l'aiguille qui reste pour mettre un maximum de pression. Donc soit vous avez votre aiguille rose puis vous ponctionnez à chaque fois dans votre bouteille de NaCl ou de Ringère. Sinon vous pouvez faire un système clos entièrement stérile si vous ne voulez pas à chaque fois avoir à manipuler votre poche, et ça vous pouvez le faire aussi à domicile. Vous pendez votre poche à un placard, à un pied de perf, à ce que vous voulez, vous ouvrez une tubulure stérile, vous plantez dedans, et en fait vous faites un système avec un 3 voies comme je vous ai mis sur la photo là, et ça vous permet, vous tournez votre 3 voies pour l'ouvrir entre votre seringue et la poche pour remplir votre seringue, et après vous l'ouvrez entre la seringue et la plaie pour flusher votre plaie, et ça vous permet du coup de ne jamais manipuler les trucs qui sont autour de vous et de rester vraiment le plus propre possible. Une fois que votre plaie elle est toute belle, toute propre, toute nickel, c'est là où il faut se poser la question de savoir est-ce qu'on la referme ou pas. Donc ça va être dépendant du cas. Si jamais on a besoin de mettre un pansement, on va privilégier un pansement corbeille, on va le voir sur la diapo juste après, si la plaie elle doit être laissée ouverte, ou alors un pansement protecteur si jamais on a fermé notre plaie. Et évidemment, on n'oublie pas de mettre une collerette, parce que, dépendamment bien sûr de où se situe la plaie, mais ils ont vite fait d'aller y toucher. Donc le pansement corbeille, justement, parlons-en. C'est vraiment un truc super bien. Je ne sais pas si tout le monde ici connaît le pansement corbeille et si vous en faites ou pas, mais faites-en, c'est vraiment très bien. Alors le principe du pansement corbeille, c'est que ça va vous permettre de protéger des plaies dans des zones où un pansement normal ne tiendrait pas. Donc vous avez un trou au milieu d'une cuisse, sur une fesse, au-dessus de la tête, que sais-je, sur des zones vraiment où c'est impossible de faire tenir un pansement classique. Ben, vous pouvez faire un pansement corbeille. Ça donne également un accès très facile à la plaie. C'est facile et rapide à changer. Et on peut mettre à l'intérieur de ce pansement corbeille des matériaux spécifiques pour favoriser la détertion, la granulation, etc. Donc, il ne faut vraiment pas s'en priver. Alors, comment est-ce qu'on fait un pansement corbeille? Donc, bien sûr, ça se fait après les phases de nettoyage, de débridement, vraiment à la toute fin, quand votre plaie est la plus propre possible. Donc, souvent, c'est pour des plaies où on a un trou. Alors là, c'est un petit trou. Rappelez-vous de la photo que je vous ai montrée avant avec la morsure de vipère où ça lui prenait tout son ventre. Mais peu importe la taille du truc, c'est le principe est le même. On va mettre des boucles tout autour de la plaie, des boucles assez lâches, comme vous voyez sur la photo. Et ces points-là, ils vont rester du début à la fin de l'utilisation de notre pansement corbeille. Ils ne seront retirés vraiment que quand on vire définitivement le pansement corbeille. Donc, il faut quand même s'appliquer un tout petit peu pour les faire. Et on va mettre à l'intérieur de notre plaie, on va combler cette plaie, donc on va mettre des compresses. C'est également le moment où on peut mettre un matériau spécifique directement au contact de la plaie, donc dans le fond du trou. On va pouvoir mettre, en fonction de la phase où on est, souvent on est en phase de détertion, parce que nous on voit des plaies qui sont sales, qui n'ont pas encore été prises en charge, et donc on va utiliser notamment de l'Urgoclean ou de l'Urgostart. Ça, même à domicile, je vous invite à en avoir une feuille à domicile. C'est des espèces de petits carrés, un petit peu type mousse en fait, que vous pouvez découper à la taille de la plaie et que vous venez vraiment mettre au contact de la plaie dans le fond, et ça va aider à faire progresser la phase où vous en êtes, donc détertion, granulation, épithélialisation, et ça va vraiment accélérer les phases de cicatrisation. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce pansement corbeille, c'est que, admettons, vous mettez, vous le voyez à un instant T, vous mettez de l'Urgoclean dans le fond, vos petites compresses, tout ça, on va voir après comment on ferme le pansement corbeille. Et 24-48 heures après, le vétérinaire traitant, il peut juste ouvrir le pansement corbeille sans anesthésier l'animal, enlever les compresses que vous avez mises, enlever l'Urgoclean, voir à quelle phase on en est, et changer en fait tout simplement comme ça le contenu du pansement corbeille et l'adapter au fur et à mesure aux phases de cicatrisation de la plaie. Et donc, une fois qu'on a mis nos compresses, etc.,
on va venir fermer le pansement corbeille en prenant un fil qu'on va passer, en fait, à chaque fois, on passe dans une boucle et on va dans la boucle d'en face, puis on revient en face, on va dire celle juste à côté, et en face, en fait, on croise, jusqu'à ce qu'en fait, on puisse fermer notre pansement corbeille un petit peu comme une petite bourse. Si, comme sur la photo de droite, on a une plaie qui est très creuse, les compresses et les trucs qu'on met dedans, en fait, ils vont être vraiment bien à l'intérieur, donc ça risque pas de tomber. À l'inverse, sur la photo que je vous ai mis en bas, sur une patte, la plaie, elle était plate. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'était abrasé, mais il n'y avait pas tellement de profondeur, ce qui fait que en mettant de l'Urgoclean plus des compresses par-dessus, j'avais vraiment un truc qui dépassait. Et là, on se dit toujours, bah merde, mes compresses, elles vont se prendre dans un truc et elles vont s'arracher. Donc dans ces cas-là, avec votre fil que vous utilisez pour fermer, vous pouvez aussi piquer dans votre compresse pour vraiment la faire tenir dans le pansement. Donc voilà le principe du pansement corbeille, et évidemment, on pense à la collerette. Exemple d'un pansement corbeille très très gros et qui a permis une belle cicatrisation aussi. Donc ça, c'est toujours un cas qui a été pris en charge avec Agrosup. C'était une plaie de morsure qui avait été mal prise en charge, en plus sur une chienne qui venait d'avoir une césarienne. Et donc, ça a tout nécrosé. Donc, il y a eu un débridement des tissus nécrotiques. Donc, on se retrouve avec une plaie vraiment très étendue et qu'il faut considérer vraiment comme sale, avec des tissus qui ne sont pas sains. Donc, de 1, elle est sale, on ne peut pas la fermer. Et de 2, elle est trop étendue, on ne peut doublement pas la fermer. Donc là, on est obligé de passer sur un pansement corbeille. Donc, c'est ce qui a été fait ici. Donc, bon, bah, la forme, hein, c'est un peu what the fuck, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça tienne. Et puis, en fait, au fur et à mesure des phases, bah, vous voyez que petit à petit, la phase de détertion, elle a avancé. On s'est débarrassé de tous les tissus sales, les tissus nécrotiques, et on est arrivé sur la dernière photo de droite à un joli tissu de granulation. Et là, potentiellement, on pourrait commencer à envisager une fermeture par troisième intention, où ça se trouve, on arrivera à tout fermer, ou en tout cas partiellement, pour réduire la taille de la plaie et ce qui restera à épithélialiser. Donc voilà l'intérêt du pansement corbeille. Donc quand vous ne savez pas, quand vous avez une plaie qui n'est pas jolie, qui est sale, ou alors que physiquement vous ne pouvez pas refermer parce que vous n'avez pas assez de tissu, pensez vraiment au pansement corbeille. Maintenant, on va revoir quelques plaies particulières où il y a des règles. Même si tout à l'heure on a dit, voilà, une plaie de plus de 6 heures, il faut considérer qu'elle est comme ci, comme ça, une plaie de moins de 6 heures, gna gna gna. Bon, ok, bah, il y a les règles, et puis après, il y a un peu la vraie vie aussi, hein. On fait ce qu'on peut. Donc, les plaies particulières, c'est certaines plaies spécifiques qui vont nécessiter des soins particuliers aussi. Par exemple, une fermeture immédiate, par exemple, une exploration chirurgicale, etc., etc. C'est des plaies qui sont encore plus à risque que les autres de complications. De manière générale, considérez toujours que des plaies, c'est la merde. Même si vous faites le mieux que vous pouvez, la meilleure prise en charge possible, il y a toujours un risque non négligeable de complications. Il faut vraiment penser à vous protéger et donc à bien le dire vraiment aux gens de manière explicite et à le noter noir sur blanc dans vos comptes rendus. On commence avec les plaies avec lesquelles il y a un lambeau ou aussi flap cutané. Donc par exemple, cette plaie que je vous ai mis ici en photo, qui était une plaie de morsure, où en fait toute la partie, je ne sais pas si vous voyez ma souris ou pas, toute la partie, en fait, l'angle qui est ici, était en fait complètement décollé, et on voit qu'elle s'est même beaucoup rétractée par rapport à l'endroit où elle est censée s'accrocher. Et on a aussi une zone pas très jolie là au niveau de l'angle qui est un petit peu déjà cartonnée, où on n'y sent pas trop globalement cette peau-là. Les plaies comme ça avec un flap, il faut toujours les prendre en charge le plus vite possible, parce qu'en fait, ce qui risque de se passer, c'est que ce lambeau, il nécrose. Soit partiellement, soit en entier. Et ça peut arriver même avec la meilleure prise en charge de la terre. Donc, il faut le dire, il faut l'écrire. Attention, les lambeaux, ça nécrose. Et il y a aussi un risque de déhiscence important. Donc, il faut faire attention à ces plaies-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces flaps en urgence? Toujours, on pense à stabiliser le patient et on pense à nos traitements, bien sûr, analgésie, antibiothérapie, peut-être fluido s'il a besoin, etc. Et au niveau des soins, eh bien, soit on est à domicile, on se sent de le faire parce qu'on a le matos, on a les compétences, on a la fougue, soit c'est trop la merde et il faut dans ce cas-là référer en clinique. Mais en tout cas, il faut vraiment insister sur le fait qu'il faut que ce soit pris en charge rapidement.
Donc là, il y a un gros travail de nettoyage sur un chien comme ça, qui n'est pas très gros, hein, c'est un chien d'une dizaine de kilos. On a dû passer 1 h 30 à tondre, nettoyer, etc. pour arriver à ce résultat-là. Donc, c'est extrêmement chronophage. Donc, gros travail de nettoyage. Ensuite, on va parer les bords de plaie, donc tout le bord de tout. Il faut virer tout le bord, quoi. S'il y a des lésions sous-jacentes, des lésions musculaires ou des choses comme ça, on répare. Et il faut fermer ces plaies-là. Parce que si on ne ferme pas, on sait que le lambeau, il va mourir. Pour recoller ce lambeau, qui peut être quand même très décollé, on peut utiliser des points de plaquage ou alors poser des drains, notamment des drains aspiratifs, des drains actifs, comme le drain de Redon, pour vraiment essayer de mettre sous vide le dessous de la plaie et essayer au maximum de plaquer le lambeau. Un exemple de prise en charge, là, c'était un chien qui s'était ouvert en tombant dans des escaliers. On avait du coup un gros flap sur la cuisse. Donc voilà, on fait le plus propre possible. Il n'a pas un très bel aspect, ce lambeau. On le voit. Malgré tout, on se dit, on essaye. Donc on va en fait refermer en prévenant très bien que c'est pas idéal. Le lambeau, il n'est pas très beau. Il y a un peu de tension, etc. Mais tout ce qu'on arrivera à sauver, ce sera ça le prix. Et puis peut-être qu'il va y avoir une partie, petite ou grande, qui va déhiscer, qui va nécroser. On va se retrouver avec une plaie qu'il faudra faire cicatriser, peut-être en seconde intention. Mais tout ce qu'on aura réussi à réduire comme taille de plaie, ça sera ça le prix. Un autre exemple ici, hop, avec du coup les plaies un petit peu, les lambeaux au niveau des membres, les plaies de dégantage, des choses comme ça. C'est la même chose. Il faut essayer vraiment de refermer. Tout ce qu'on arrive à gagner, c'est tant mieux. Là, il y a toutes les chances pour qu'il y ait au moins une partie qui parte en cacahuète, mais vraiment, le plus on en aura sauvé, le mieux c'est, parce que c'est très galère à faire cicatriser. Donc, on prend son temps, on s'applique et on ferme tout ce qu'on peut. OK ? Ensuite, les plaies de morsure. Alors ça, c'est pareil, on en voit quand même pas mal. Donc, il faut quand même bien savoir les prendre en charge. C'est souvent une grosse galère quand même, on peut se le dire. Qui dit plaie de morsure, et globalement qui dit plaie perforante, dit impérativement une exploration chirurgicale. Il faut à minima toujours la proposer. Ensuite, si les gens ils refusent, ça les regarde. Mais il faut proposer une exploration chirurgicale parce qu'on peut vraiment avoir des lésions du tissu, des tissus sous-jacents. On peut avoir des décollements cutanés qui sont très importants, même quand on ne le voit pas comme ça, quand on prend en charge l'animal. Il y a un risque de nécrose qui est hyper important sur les plaies de morsure, risque infectieux, etc. Donc, il faut vraiment bien prendre en charge ces plaies-là. L'objectif en urgence, toujours pareil, on stabilise notre patient et on initie les traitements. Ça ne change pas, c'est hyper important. Exactement comme tout à l'heure aussi, lorsqu'on parlait des flaps, il faut que ce soit pris en charge rapidement. Soit on se sent de le faire, soit on réfère. Mais en tout cas, il faut le faire. Ce qui est très important sur les plaies de morsure, c'est qu'il ne faut pas hésiter à ouvrir plus. Ça peut faire peur, on peut se dire, oh là là, la galère, on va se retrouver avec une plaie qui va faire 15 cm et tout. Bah ouais, mais il vaut mieux ouvrir plus que de passer à côté de lésions et de ne pas bien prendre en charge notre plaie qui derrière va partir en cacahuète. Donc on ouvre plus et il faut aller évaluer tous les tissus sous-jacents, notamment tous les plans musculaires, les choses comme ça, et réparer ce qu'il y a à réparer. Et ensuite, en fonction de la plaie, est-ce que c'était beaucoup décollé ou pas, comme tout à l'heure, on peut utiliser des points de plaquage ou des drains. Donc là, par exemple, c'était donc une plaie de morsure sur un chat. Donc, il a été chopé au niveau des fesses par un chien. Donc, on voit 2 trous principaux. Il y a des petites marques à côté, mais voilà. Sur la plaie du haut, on voit déjà qu'on a une espèce de petits trucs là qui se baladent, qui ont l'air de suggérer qu'il y a des lésions quand même du plan sous-jacent. Et en fait, malgré ces seulement 2 petits trous comme ça, donc là, ce que j'ai fait pour la prise en charge, donc on a paré les bords de chaque plaie en faisant une petite côte de melon à chaque fois.
Et en fait, en explorant la plaie, donc tout simplement, souvent, moi, je prends une seringue de 1 que je rentre à l'intérieur de la plaie une fois que c'est propre pour voir où est-ce que ça va, où est-ce que c'est décollé. Et en fait, toute la zone là était décollée. Donc j'ai ouvert entre les deux plaies pour pouvoir aller explorer la zone sous-jacente. Vous voyez sur la photo numéro 2 qu'il y a des sutures au niveau musculaire parce qu'en fait, ça lui avait lacéré plein de muscles. Et en fait, la zone que je tiens entre mes mains, là, je me contente juste de soulever. C'est ce qui était naturellement décollé suite à la plaie de morsure. Donc, on a quand même une très grosse zone décollée, alors qu'au départ, on avait seulement 2 petits trous. Et donc là, pour ce chat, on a été obligé de mettre un drain aspiratif, donc un drain de Redon que vous voyez déjà apparaître sur la photo et qu'on pense toujours à faire sortir en zone saine. Hein, donc, on lui crée un nouveau trou pour la sortie. Donc là, 2 petits trous et au final, quand même un truc assez étendu. Autre exemple avec ce chien que je vous avais mis tout à l'heure, donc pareil, des photos, des plaies de morsure au niveau du cou. Donc on voit bien que la peau, elle a été toute abîmée, que ça a été serré, etc. Donc il y a des zones là qui vont probablement nécroser. Et en fait, on avait juste 2-3 petits trous à droite à gauche. Et en fait, c'était tout décollé. Donc vous voyez là, quand on sonde la plaie avec une seringue de 1, on peut rentrer sur des centimètres et des centimètres. Et après, comme tout à l'heure, j'ai relié 2 trous qui communiquaient entre eux et en fait, c'était décollé sur, on voit, hein, la longueur de mes doigts, une bonne dizaine de centimètres. Donc voilà, de nouveau des plaies qui sont très décollées. Et un autre exemple ici avec une plaie donc sur un thorax, plaie de morsure de nouveau. Et en fait, tous les trous là, ils communiquaient entre eux et on avait toute la zone du thorax qui était décollée. Et de nouveau, on a été obligé de mettre un drain aspiratif pour gérer cette plaie-là. Donc voilà pour les exemples et ça nous amène justement à la plaie thoracique, puisque, c'est aussi des plaies qu'on va avoir et c'est également une plaie qu'il faut absolument explorer chirurgicalement puisque même si, comme tout à l'heure, on a juste un petit trou et en fait, on peut avoir un passage jusqu'à la cavité pleurale, donc un risque de pneumothorax, d'hémothorax, de lésions pulmonaires qui peuvent carrément nécessiter une lobectomie pulmonaire et un risque infectieux très important, on peut avoir des pyothorax qui peuvent être retardés de plusieurs mois. Donc c'est vraiment important d'explorer chirurgicalement les plaies thoraciques. On peut aussi avoir des lésions au niveau des côtes et parfois même un volet costal. Donc il faut vraiment les explorer et là pour le coup, c'est des plaies qu'il vaut mieux prendre en charge en clinique qu'à domicile. Donc là, je vous invite à faire juste les premiers soins à domicile et à référer en clinique si jamais les gens sont motivés. Je ne sais pas si ça va marcher mes vidéos, mais je vous avais mis ici un exemple d'un chien que j'ai eu il y a pas longtemps, avec une plaie. Donc vous voyez, hein, la petite plaie qu'on voit sur la vidéo de gauche, qui est, voilà, en regard des dernières côtes. Je ne sais pas si vous voyez ça et donc on a une zone du thorax qui s'enfonce vraiment à l'inspiration et qui gonfle à l'expiration et donc ça, c'est un volet costal. En fait, il y a des fractures de côte et du coup, il y a une portion du thorax qui bouge de manière indépendante. Et donc sur cette micro-plaie, ici, on voit un petit bout de gras qui sort. En fait, c'était pile en regard de l'insertion du diaphragme et donc ça a été une plaie qui faisait communiquer l'intérieur du thorax avec l'intérieur de l'abdomen. Donc une grosse, grosse, grosse galère avec juste au départ une petite plaie d'1 centimètre, qui nous a fait passer plusieurs heures, en chirurgie quand même. Donc ne pas sous-estimer les plaies thoraciques. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire en urgence? Toujours pareil, on stabilise, et puis on initie les traitements et on fait les premiers soins pour référer en clinique pour une exploration chirurgicale. Et en clinique, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Si on veut faire la totale, on va, bien sûr toujours réévaluer notre patient entier. Pas hésiter à faire des radios de thorax pour voir si, on a des signes, par exemple, de pneumothorax, qui pourraient nous indiquer qu'il y a une communication, extérieure-intérieure. Pourquoi pas faire un POCUS également, une échographie POCUS et ensuite, on va aller, en chirurgie, ouvrir plus grand pour explorer, la plaie et les potentielles lésions sous-jacentes et puis réparer tout ça. Après, c'est sûr qu'à partir du moment où on arrive dans le thorax, dans la cavité pleurale, c'est la merde puisque, on perd le vide pleural. Si on est équipé ou pas d'un ventilateur, ça peut être jouable, mais sinon c'est vite très compliqué, et sur les plaies très, très graves où il faut faire des lobectomies pulmonaires, là, potentiellement, il faut référer carrément dans un service spécialisé.
Exemple ici de plaie thoracique sur un petit chat. Finalement, c'était juste cutané, mais malgré tout, il faut absolument aller voir en chirurgie, aller bien évaluer, il y a une espèce de petit flap, hop, regarder en dessous, est-ce qu'on a eu une atteinte de la paroi, des muscles intercostaux, etc., pour bien prendre en charge tout ça. Ici, un autre exemple avec des plaies de morsure, où on se rend compte que c'est assez décollé. Et puis, ce qui est piégeux, c'est que des fois, on va avoir des lésions musculaires qui ne sont pas en face du trou cutané, parce que la peau, ça bouge, et que donc, au moment où ils mordent, ça peut décaler la peau. Et donc, c'est pas parce qu'à travers le petit trou cutané, on voit pas de lésions musculaires qu'il n'y en a pas. Et une autre vidéo d'une plaie de morsure au niveau thoracique. Je ne sais pas si ça va marcher, si vous allez avoir le son. Si oui, c'est dégueulasse. Je vous la lance. Voilà, je ne sais pas si ça a marché chez vous. Et voilà. Donc, bon, feu ce petit chihuahua qui avait 5 trous dans le thorax, et qui était dans un état catastrophique, mais ça peut vite donner des trucs incroyables. Hop. Autre plaie particulière, les plaies en région du pénis. Ça aussi, c'est des plaies qu'il faut toujours prendre en charge rapidement, parce qu'on a un risque d'obstruction des voies urinaires notamment, un risque de phimosis ou paraphimosis, on peut avoir une nécrose du pénis aussi, donc il faut absolument les prendre en charge rapidement. C'est pas des plaies qui sont fréquentes, mais elles font souvent très peur parce que ça saigne énormément à cause du corps caverneux qui est très 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 vascularisé. Donc les gens ils paniquent et nous on peut paniquer aussi un peu, donc il faut y aller mollo. Et puis faire les choses vraiment étape par étape. Comme d'hab, hein, on stabilise, on initie les traitements. Pas oublier de gérer aussi les saignements, notamment avec de l'hexacil par exemple. Et puis on va commencer par bien nettoyer. On tourne le pénis, on nettoie tout ça. Il y a souvent plein de caillots de sang, des choses comme ça. Et puis on va très gentiment aller suturer notre pénis. On prend un fil très fin et on y va tout doucement. Et généralement, en fait, ça se ferme plutôt bien quand on prend son temps. Alors malheureusement, il y a aussi des fois où c'est trop grave, où c'est trop délabrant, où on n'y comprend rien. Et dans ces cas-là, plutôt que de faire des bêtises, il vaut mieux nettoyer, protéger et référer si c'est trop compliqué. Pas hésiter aussi à mettre en place une sonde urinaire avant de faire les soins. Comme ça, on est sûr que on ne touche pas à l'urètre et qu'il n'y a pas de souci. Des fois, c'est des plaies qui sont quand même vraiment très très cata, comme par exemple ici, c'était une plaie donc sur un chien en région du pénis, mais en fait là, clairement, il n'y a plus de voie urinaire. Donc là, clairement, sur une plaie comme ça, vous faites propre, vous nettoyez, vous flushez, etc. On met en place les traitements et ça, pour moi, c'est une plaie qu'il faut référer dans un service spécialisé parce que là, on est vraiment sur un truc gravissime. Autre exemple que Boris avait eu chez nous, d'un petit chat pareil qui avait une plaie en région du pénis. Il avait réussi à sonder l'urètre, hein, donc vous voyez la petite sonde qui est ici, alors que son fourreau se situe en haut à gauche du cadran. Il y a comme un souci, quoi. Donc là, on est vraiment sur des plaies dramatiques et il faut vraiment faire attention quand il y a une atteinte des voies urinaires. Exemple de plaies de pénis qui a été suturée. Donc on voit que c'est vraiment dégueu, ça saigne beaucoup, ça fait beaucoup de caillots de sang. Mais en fait, vous voyez qu'une fois qu'on commence à faire propre, c'est juste en fait, l'extérieur qui s'était un petit peu retroussé et que finalement, ça se ferme pas si mal quand on y va tranquillement. Autre exemple ici, voilà, avec une plaie un petit peu située en dessous du gland. Alors après, ce qui peut être limitant, c'est notamment à domicile. On n'a personne pour tenir proprement, etc. Donc ça peut être un petit peu pénible. Donc si vous ne sentez pas, il faut référer. Dernier type de plaie particulière, c'est les atteintes ostéo-articulaires associées à des plaies. Je ne vais pas m'étendre énormément sur les atteintes ostéo-articulaires, parce que vous allez avoir une conf bientôt, justement sur tout ce qui va être boiterie, examen ortho, etc. Mais les urgences vraies dans les atteintes ostéo-articulaires, ça va surtout être les entorses graves, les fractures et les luxations. Donc ici, par exemple, une luxation du coude sur un petit chat parachutiste. Et on va les suspecter notamment, enfin cliniquement, si on est à domicile ou si on n'a pas encore fait d'examen clinique, quand on a une déformation du membre, une mobilité anormale
que ce soit trop de mobilité, comme par exemple si vous avez une fracture comme ici, la patte elle bouge dans tous les sens, mais des fois sur une luxation, ça peut être aussi une absence de mobilité sur l'articulation luxée, et lorsqu'on a des craquements ou des crépitations à la manipulation. Exemple ici d'une luxation tarso-métatarsienne sur un petit chat parachutiste. Donc, conduite à tenir, on sédate ou on anesthésie, on pense bien à l'analgésie et on va immobiliser ces lésions-là. Si c'est sous le coude ou sous le grasset, on réaligne quand on peut et on immobilise avec un pansement type Robert Jones, plus ou moins avec une attelle. Et si c'est des lésions qui sont au-dessus du coude ou du grasset, et notamment les lésions du bassin, des choses comme ça, et bien là, ce sera de la cajothérapie. Et donc, parfois, on a des plaies qui sont associées à ces urgences orthopédiques. C'est le cas, par exemple, des plaies en regard d'une articulation. Donc là, la photo que je vous ai mise comme exemple, c'était une chienne AVP qui avait été un petit peu en fait traînée sur le sol et dont l'articulation du tarse avait râpé du coup le sol. Et en fait, ça lui a mis à nu son articulation. Alors, je ne sais plus exactement, ça devait être tarso-métatarsienne, je pense. Ça avait arraché la capsule articulaire, arraché tous les petits ligaments qui étaient insérés dessus, et on voit même l'os ici qui est strié en fait à cause enfin c'est les stries du bitume quoi, hein, donc là on a vraiment l'articulation qui est à nu, on voit le cartilage ici qui est complètement à nu, donc on est vraiment dans l'articulation. Les plaies en regard d'une articulation, c'est toujours des plaies qu'il faut aussi explorer chirurgicalement, puisqu'on a un risque de lésion au niveau de la capsule, des ligaments, etc. Et surtout, on a un risque d'atteinte, notamment septique, au niveau de l'articulation, notamment une arthrite septique. Donc, il faut prendre en charge ces plaies-là. En urgence, toujours pareil, on stabilise, ça ne change pas. On va faire les premiers soins, on tond, on nettoie, on débrise s'il y a des tissus nécrotiques, etc. Et ce qui est hyper important sur ces plaies-là, c'est qu'il faut flusher très, 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 très abondamment l'articulation pour essayer de la nettoyer le mieux possible. Et ensuite, on va mettre une protection sur la plaie. On peut mettre, par exemple, les pansements qui favorisent la détertion, comme l'urgocline qu'on a vu tout à l'heure. On pourrait en mettre là directement au contact de la plaie. Et ensuite, on va immobiliser avec un pansement type Robert Jones. Pourquoi? Puisque c'est comme sur les fractures ouvertes qu'on verra juste après. Si on a une mobilité avec un foyer septique, on augmente vraiment le risque infectieux. Donc, le fait d'immobiliser l'articulation, ça va permettre de limiter le risque infectieux. Donc, voilà, on met directement sur la plaie, par exemple, de l'urgocline et on va immobiliser tout ça dans un Robert Jones. Donc là, des exemples de plaies qu'on peut se retrouver à voir qui sont à chaque fois en regard d'une articulation et qu'il faut du coup absolument prendre en charge. Un autre exemple ici, toujours sur un AVP, sur un tarse. Donc, voilà, on voit qu'on se retrouve vraiment dans l'articulation. Donc, on fait au mieux, on débride, etc. On ferme ce qu'on peut. Et puis, il y a une partie où je n'avais plus de tissu pour fermer. Donc là, on ne peut pas fermer. On va laisser faire une cicatrisation en seconde intention. Et donc, on va protéger tout ça dans un Robert Jones. Évidemment, lorsqu'on a une plaie et un Robert Jones, le Robert Jones n'est pas fait pour rester pendant des jours et des jours, hein. Vous, en urgence, je vous recommande de marquer noir sur blanc que ce Robert Jones, il doit être retiré dans 24 et 48 heures pour réévaluer les lésions, refaire des soins de plaie, etc., etc. Il ne faut surtout pas que ce Robert Jones y reste trop longtemps. Et donc, autre type de plaie particulière associée à des lésions ostéo-articulaires, ce sont les fractures ouvertes. Donc, il y a différents grades dans ces fractures. Le grade 1, c'est quand on a une petite brèche cutanée faite de l'intérieur vers l'extérieur. Donc là, c'était un petit chat, je ne sais plus si c'était un par ou un AVP, qui avait des fractures des métatarses et il y avait un petit méta qui avait perforé. Donc juste ici, ce petit trou-là, il suffit à considérer qu'il s'agit d'une fracture ouverte. Grade 2, on a un trauma souvent externe avec souvent externe des tissus adjacents à la fracture. Et le grade 3, on a vraiment des lésions qui sont très étendues, des tissus mous avec un degré élevé de communication osseuse. Donc là, par exemple, une fracture du tibia très, très grave chez ce petit chat où on avait plusieurs centimètres d'os cassés qui étaient complètement à nu dans une plaie super dégoûtante. Donc là, on a vraiment effectivement un degré élevé de communication osseuse.
L'objectif en urgence, ça va être de limiter, stopper les saignements si jamais il y en a, de limiter la contamination infectieuse parce qu'on veut prévenir l'ostéomyélite et de limiter l'apparition de nouvelles lésions dues au cisaillement par les fragments osseux. Donc, comme d'hab, les traitements de base qu'on n'oublie pas, il faut absolument anesthésier cet animal pour faire des soins. Donc, une tonte large, on nettoie bien et on réduit la fracture si on y arrive. À minima, on remet l'os à l'intérieur. Et bien sûr, on va immobiliser le membre dans un Robert Jones pour ne pas que ça bouge et pour limiter le risque infectieux, le temps d'envisager une prise en charge chirurgicale. Parlons justement du coup du Robert Jones, puisque on n'arrête pas de dire qu'il faut immobiliser. Donc, petit rappel sur le Robert Jones. Il y a une illustration après des étapes, mais souvent directement au contact de la peau, on peut mettre des scotch, on verra là une photo après, sur le membre, on peut mettre une chaussette en jersey là en première couche. Et ensuite, le principe du Robert Jones ou Robert Jones modifié, on va mettre d'abord du coton pour rembourrer. On peut faire 3 couches de coton si on fait un Jones normal, 2 couches de coton si on met une attelle, parce qu'après sinon ça fait vraiment des pansements qui sont très gros et très lourds. On met de la bande crêpe. Si jamais on met une attelle, c'est le moment de la mettre et on remet un petit tour de bande crêpe pour tenir l'attelle. On met du tensoplast. Attention au serrage, le tensoplast est légèrement élastique, donc il ne faut pas non plus faire carreau. Et pareil, si vous rajoutez du V-trap, attention au serrage. Donc, la même chose en photo. Donc là, vous voyez qu'il y a eu effectivement une petite chaussette en jersey qui a été mise. Des fois, vous pouvez la faire remonter jusqu'en haut de manière à la nouer ensuite au-dessus du dos ou des épaules pour éviter que ça glisse. Ensuite, on met le coton. Donc, on va remonter à chaque fois en recouvrant de 50% la couche inférieure. Donc, on rembourre bien. Une fois qu'on a mis le coton, on va mettre la bande crêpe et on va finir avec le tensoplast. Ça peut être toujours intéressant de noter sur votre Jones le jour où il a été fait. Parce que des fois, on ne sait plus trop quand a été fait un bandage. Il y a un autre veto qui prend la suite, etc. Et ce n'est pas des bandages qu'il faut laisser trop longtemps. Surtout les Jones que vous faites en urgence. Vraiment, je vous invite vraiment à recommander qu'il soit retiré sous 48 heures maximum. Ça vous évitera d'avoir des complications associées aux Jones qui sont de votre faute. Donc ça, c'est le petit exemple de ce que vous pouvez faire quand vous mettez des scotch en dessous. Le but de ça, c'est que le pansement ne glisse pas. Donc vous mettez un petit scotch de part et d'autre de la pâte. Vous pouvez ensuite mettre un abaisse-langue là pour les réunir, pour manipuler plus facilement votre pâte. Boum, boum, vous faites votre petite Jones et en fait, à la fin, une fois que vous avez fini de mettre votre bande crêpe, vous voyez, vous défaites les scotch et on les colle comme ça le long du pansement pour éviter que ça glisse. Attention, vraiment, le Jones, c'est pas anodin. On peut avoir des complications qui sont très graves avec un Jones. Notamment, le risque le plus grave, c'est la gangrène humide lorsque c'est serré de manière trop importante et qu'on a une obstruction veineuse. Donc ça, attention. On peut avoir des lésions sur les points de compression, donc sur un animal qui a des articulations un petit peu saillantes ou notamment entre les doigts. Donc c'est très important de bien rembourrer. Et attention, la peau arrachée, c'est si vous faites cette technique-là, et qu'en fait, vous avez une pâte qui est tondue parce que, par exemple, vous aviez des plaies, je vous recommande de ne pas mettre de scotch comme ça directement au contact de la peau nue parce que s'il reste plusieurs jours, en fait, à la fin, la peau, elle part avec lorsque vous retirez les scotch. Donc, dans ces cas-là, privilégiez plutôt l'utilisation d'une chaussette en jersey. Et donc, un exemple de la catastrophe que ça peut être, un Jones trop serré qui fait une gangrène humide. Donc ça, c'est un cas qu'ils avaient récupéré, pareil, au service de chir de VetaGrossup. Donc, voilà, quand on voit la catastrophe. Et je ne sais pas si vous voyez la dernière photo qu'on a. Alors oui, hein, c'est en train de granuler, d'épithélialiser. Voilà, mais si vous voyez la tête de la pâte, ce ne sera plus jamais fonctionnel, hein, le machin. Donc, ça peut être vraiment assez grave. Donc voilà, en conclusion, c'est des consultations qui sont très fréquentes et très variées, qui peuvent être parfois extrêmement impressionnantes. Donc, il n'y a pas de prise en charge standardisée. Du coup, c'est compliqué. Ça dépend toujours de la situation, du patient, de l'état d'urgence. Il faut essayer de garder son sang-froid et surtout, ce qui est très important, c'est de prendre en charge sans nuire. Si vous avez un doute, eh bien, vous mettez un pansement corbeille, sauf pour les quelques plaies, notamment les flaps, où on a vu qu'il fallait fermer tout de suite. Mais sinon, franchement, il vaut mieux
faire une cicatrisation en première intention retardée, voire en troisième intention, que de fermer une plaie qui ne devait pas être fermée et de faire tout pourrir à l'intérieur. Donc si vous ne savez pas, eh ben, vous mettez un pansement corbeille. Et vraiment, je vous invite à toujours insister sur le risque de complications associées à ces plaies et sur le côté impératif du suivi pour que les gens reconsultent absolument, même sur des plaies qui paraissent pas si graves. Ça peut toujours partir en cacahuète, donc soyez très vigilants avec ça. N'hésitez pas aussi à prendre des photos pour vous aider à vous protéger. Voilà, j'ai terminé pour cette petite présentation. J'essaye de revenir au truc. Est-ce que vous avez des questions ou pas? N'hésitez pas à allumer vos micros si vous voulez poser des questions en direct. Je suis en train de vous réautoriser. Il y a des micros qui étaient bloqués. Alors, est-ce qu'une fracture ouverte, on peut mettre des points? Oui, en soi, tu peux, mais de toute façon, là, clairement, en gros, c'est du cache-misère. Mais si tu as fait le plus propre possible et tout, tu peux faire une espèce de fermeture. Le but, c'est pas de fermer hermétiquement, par contre. Mais oui, en attendant que la fracture, elle soit prise en charge chirurgicalement, tu peux tout à fait fermer un petit peu ta plaie. Ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, ça va être réouvert. Donc, a priori, est-ce que vous avez d'autres questions? Non, ça va, pas de questions? Bon, bah, écoutez, merci beaucoup, du coup, d'avoir, suivi la formation. Merci à ceux qui la regarderont en direct. Encore j'ai loupé le début. Est-ce que ça a été enregistré? Oui, ça a été enregistré. Donc je mettrai ça, sur la plateforme Team Émergence. Donc un petit coucou à ceux qui regarderont le replay. Et puis, voilà, si vous avez des questions, même a posteriori, vous n'hésitez pas. Heu et sinon, je vous souhaite une belle journée et bon courage à tous ceux qui bossent.